Henri VIII d'Angleterre a eu 6 épouses. 2 ont été répudiées, 2 autres décapitées et une est morte en couches. Seule la dernière lui a survécu. Lorsqu'on pense à ce roi, on imagine un tyran débauché et sanguinaire. Le fait qu'Henri VIII ait eu plus de femmes que tout autre monarque dans l'histoire de la Grande-Bretagne a occulté sa personnalité flamboyante et son règne mouvementé. Pourtant, si sa vie conjugale a été pour le moins singulière, il a surtout été marqué par les hommes qui l'ont accompagné au cours de son existence. Je m'appelle Tracy Borman et je suis conservatrice en chef des palais royaux historiques. Je vais vous raconter l'histoire du roi le plus fascinant d'Angleterre, à travers les hommes qui l'ont entouré et influencé tout au long de sa vie. Parmi eux, certains sont passés à la postérité, d'autres sont restés méconnus. Ils ont agi dans le secret, à l'ombre du trône des Tudors, et ont forgé le caractère, la pensée et l'image d'un des rois les plus célèbres de l'histoire, Henri VIII. J'ai passé ma vie à étudier Henri VIII. Mais ce n'est que récemment que je me suis intéressée aux hommes qui ont marqué sa vie et son règne. Il faut dire que leur rôle est souvent sous-estimé. En 1509, 4 jours avant ses 18 ans, le prince Henri est intronisé. Fini le règne sage et austère d'Henri VII. Le nouveau monarque va se distinguer par son opulence, sa décadence et sa cruauté. Son père a tenté en vain de faire de lui un roi à son image. Henri VIII a pris pour modèle d'autres hommes. Il y a plusieurs raisons à cela. Certaines sont à chercher avant même sa naissance. Nous sommes en 1485. La guerre des 2 roses qui fait rage depuis 30 ans oppose 2 camps. La maison d'York, dirigée par le roi Richard III, et la maison de Lancastre, qui soutient Henri Tudor et se bat pour conquérir le trône d'Angleterre. La bataille de Bosworth va marquer un tournant décisif dans cette lutte de pouvoir. Henri VII gagne contre toute attente. C'est une victoire totale, car Richard III meurt sur le champ de bataille. Après ce triomphe, Henri Tudor est couronné roi d'Angleterre. Il épouse Élisabeth d'York, réconciliant ainsi les 2 clans rivaux. Les combats se sont étirés sur une bonne partie du siècle. Et au moment où tout semblait réglé, les choses se sont à nouveau gâtées. La guerre des 2 roses, les drames et les intrigues politiques qui avaient gangréné le pays durant de longues années, tout cela était toujours présent dans la mémoire des gens et planait comme une ombre sur le règne d'Henri VII. Il était confronté à des émeutes, des révoltes avaient éclaté en Écosse. À sa place, j'aurais été paranoïaque. Beaucoup considèrent Henri VII comme un usurpateur. Il fait face à de puissants rivaux qui lui disputent la couronne. Pour asseoir la dynastie des Tudors, il a besoin à tout prix d'un héritier mâle. Sa femme ne tarde pas à le lui donner. Le 24 septembre 1486, les rues de Winchester étaient noires de monde. Tous voulaient apercevoir le bébé le plus important d'Angleterre.
La cathédrale de Winchester a déjà accueilli les sacres, les enterrements et les mariages de nombreux monarques anglais. Mais ce 24 septembre, pour la première fois depuis longtemps, on va y célébrer le baptême d'un futur roi, l'héritier du trône d'Henri VII. La naissance de ce fils a consolidé d'un seul coup la position d'Henri VII. Un prêtre lui a donné l'onction ici, sur ses fonts baptismaux, et a annoncé son nom devant l'Assemblée. Le garçon s'appelait Arthur. À l'origine, Henri VIII n'est pas destiné à devenir roi, car l'aîné, c'est Arthur. Un nom que son père a emprunté aux anciennes légendes anglaises. Il a même créé un arbre généalogique qui relie la dynastie des Tudors à Camelot et aux chevaliers de la Table Ronde. Un certain nombre de légendes arthuriennes ont été écrites à l'époque de la guerre des Deux Roses. Tous les récits sur Camelot, la Table Ronde et la quête du Graal étaient connus d'une grande partie de la population. Le mythe de Camelot a imprégné la cour des Tudors. Henri VII a décidé d'appeler son premier fils Arthur pour renouer avec l'âge d'or de Camelot. Et s'il fait baptiser son fils à Winchester, c'est parce qu'on croit alors que cette ville du sud de l'Angleterre a jadis abrité le légendaire château de Camelot, siège de la cour du roi Arthur. C'est ainsi qu'en devenant l'héritier du trône, Arthur ressuscite une vieille légende. Son frère, le futur Henri VIII, viendra au monde 5 ans plus tard à l'ombre de cette prestigieuse filiation. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un portrait du prince Arthur, conservé au château d'Hever, dans le comté de Kent. C'est le seul portrait du prince Arthur qui nous soit parvenu. Mais à sa naissance, tous les regards étaient tournés vers lui, y compris sans aucun doute celui de son père Henri VII, qui allait désormais accorder toute son attention à l'éducation de son fils pour faire de lui un roi. Car c'est ce jeune garçon qui devait un jour lui succéder. Mais la dynastie fondée par Henri VII reste fragile. Ses rivaux guettent la moindre occasion pour prendre le pouvoir. À cette époque, la mortalité infantile était élevée. Henri VII devait avoir un autre fils pour envoyer un message fort à ses ennemis. Il ne se tient plus de joie lorsque sa femme accouche d'un garçon bien portant le 28 juin 1491. Le futur roi Henri VIII. Si on connaît l'heure de naissance d'Arthur, on ignore celle de son frère Henri. Seule la date a été consignée, et encore, elle devra plus tard être corrigée. À son baptême, le garçon reçoit le nom de son père, Henri, qui dispose à présent d'un héritier de réserve. Mais à peine sorti de l'église, il se désintéresse du nouveau-né. L'éducation du prince est confiée à sa mère Élisabeth. Henri passera une grande partie de son enfance loin de la cour, au palais d'Eltham, près de Londres.
Aujourd'hui, il ne reste plus que la grande salle. Bien qu'on possède peu de documents sur les premières années d'Henri, on sait qu'il a passé ici une enfance agréable et même choyée. Si le personnel de la nurserie royale est majoritairement féminin, un homme va jouer dès le début un rôle prépondérant dans la vie d'Henri. Arthur Plantagenet, le demi-frère illégitime de sa mère Élisabeth. Arthur avait la réputation d'être un homme intègre, intelligent et bien éduqué. De l'avis général, c'était une bonne âme. Élisabeth pouvait compter sur lui pour l'aider dans l'éducation d'Henri. Pourtant, Arthur Plantagenet va élever le prince selon des principes très éloignés de ceux de son père. Ainsi, il l'initie très probablement à l'un de ses passe-temps, la joute équestre. Ce sport médiéval se pratique toujours dans le comté de Northamptonshire. Je rencontre Dominique Sewell, dresseur de chevaux et spécialiste de la joute. D'où vient la passion d'Henri pour la joute équestre? Je pense qu'il a toujours baigné dedans. Il s'est très tôt imprégné de l'aura de la joute équestre et de la gloire des cavaliers. Ces hommes l'impressionnaient fortement et il désirait suivre leurs pas. Les jouteurs étaient les vedettes de l'époque. Et comme tout le monde n'avait pas la chance d'en voir en vrai, il faisait même figure de légende vivante. Le jeune Henri avait terriblement envie de les imiter. Alors il montait sur son poney, s'emparait d'une lance et il galopait le long de la lys. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Lorsqu'il sera roi, Henri continuera de s'adonner à cette activité. Il est plus proche de son oncle illégitime que de son propre père qu'il voit rarement. Henri VII avait une cour itinérante. Il allait de domaine en domaine pour consolider son pouvoir. Le peu de temps qu'il pouvait consacrer à sa famille, il le passait avec son fils aîné. Les princes Henri et Arthur ont été promis dès le plus jeune âge à des destins différents. Arthur, l'aîné, était l'héritier et il était élevé pour accéder au trône. Henri, lui, était destiné à une carrière ecclésiastique et il a reçu une éducation bien plus académique. Comme tout jeune garçon, le prince Henri souhaite sûrement passer du temps avec son père. Mais il n'en a pas souvent l'occasion, car Henri VII doit accomplir ses devoirs royaux. Il est possible qu'en tant qu'héritier de réserve, il ait souffert d'un manque d'amour et d'attention. Peut-être même qu'il manquait de confiance en lui. Cela dit, il était courant que les enfants de rois aient peu de contact avec leurs parents. Mais Henri et sa famille seront bientôt réunis lors d'une occasion particulière, comme en témoigne un document conservé à la Bibliothèque nationale du Royaume-Uni. De cet événement, le jeune prince gardera un souvenir indélébile. Parmi les nombreux trésors conservés à la Bibliothèque nationale, il y a ce merveilleux document qui relate le jour où le jeune prince Henri a été fait chevalier de l'ordre du Bain et duc d'York. C'était en 1494. Il avait tout juste 3 ans. Ce prestigieux événement est resté gravé dans sa mémoire. Ça a été un moment clé dans son enfance, sa première grande apparition en public. On sait qu'il s'en souvient parce que bien des années plus tard, il a repris ce manuscrit. On voit qu'il l'a modifié, qu'il l'a remanié. Manifestement, certains détails ne correspondaient pas à ses souvenirs. Henri a enfin un contact personnel avec son père. Il a l'honneur de tenir sa serviette durant le repas. C'était très important pour lui. Ce prince qui avait vécu jusque-là dans l'ombre d'Arthur se retrouve un court instant sous le feu des projecteurs.
Dès le plus jeune âge, tous les Tudors paraissaient tout à fait à l'aise en public. Et Henri VIII ne dérogeait pas à la règle. Ça a dû être passionnant pour lui de passer du monde des femmes et de la nurserie à celui des hommes et de la politique. À 3 ans déjà, il semblait faire sensation. Henri prend plaisir à être sur le devant de la scène, mais sa joie est de courte durée. Henri retourne à Eltham et son père reporte son attention sur son frère aîné. Il tente de le façonner à son image pour en faire le futur souverain. Tout le poids de la dynastie pesait sur les épaules d'Arthur. Son père supervisait rigoureusement sa vie. Très tôt, il l'a initié à l'art d'être roi. De son côté, le prince Henri bénéficiait d'une enfance choyée. Il était gâté par sa mère et sa grand-mère. Durant ses jeunes années, il n'avait pas vraiment de but dans la vie parce qu'il était tout naturellement destiné à l'Église. Pour se préparer à sa carrière ecclésiastique, il y a une chose dont Henri ne manque pas: les livres. Certains auteurs vont influer sur sa manière de gouverner plus tard. Il a été subjugué par les romans chevaleresques qu'il a lus, les histoires de rois comme Henri V. Par ailleurs, il a été influencé par des hommes comme Erasme. Erasme est l'érudit le plus célèbre de son temps. Ses ouvrages sur l'humanisme et l'aptitude à s'élever par l'instruction imprègnent l'Europe de la Renaissance et la vision du monde d'Henri. Le jeune prince rencontre Erasme en personne lors de sa venue au palais d'Eltham. On dit, et c'est sans doute vrai, que les deux hommes ont été très impressionnés l'un par l'autre. Henri a été marqué par cette relation personnelle et la lecture de certaines œuvres d'Erasme. Henri n'oubliera jamais cette rencontre. Il entretiendra avec Erasme une correspondance intense qui façonnera et stimulera son intellect durant de nombreuses années. Pendant ce temps, Arthur marche sur les pas de son père. Prévoyant, Henri VII lui cherche une épouse pour assurer l'avenir de la dynastie. C'est en Espagne qu'il trouve la candidate idéale. Pour vérifier si la future femme de son fils lui convenait, Henri VII l'a rencontrée à son arrivée en Angleterre en octobre 1501. Tous deux sont mal à l'aise car ils ne parlent pas la langue de l'autre. Mais Henri sort satisfait de cette rencontre. La jeune femme vient tout juste d'avoir 16 ans. Elle est d'une beauté exquise avec ses cheveux blonds roux et son teint pâle délicat. Elle s'appelle Catherine d'Aragon. C'était la fille du couple qui régnait sur l'Empire espagnol, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Un excellent parti donc, et les Tudors en avaient bien besoin à ce moment-là. Environ 8 ans plus tard, Catherine d'Aragon épousera le roi Henri VIII. Mais elle est d'abord promise à son frère Arthur. Le jour des noces, des milliers de Londoniens viennent voir la procession, qui restera comme l'une des plus fastueuses dans l'histoire de la royauté britannique. Tout comme la mariée, le prince Arthur était vêtu de blanc, peut-être pour symboliser sa jeunesse et sa pureté. Pour Henri VII, c'est l'alliance parfaite, car elle consolide les liens entre l'Angleterre et l'Espagne. Et pour le prince Henri, c'est une nouvelle occasion de participer à une grande cérémonie.
Le prince Henri avait 10 ans lors du mariage d'Arthur avec Catherine d'Aragon. Et comme tous les petits frères, surtout quand il s'agit d'un garçon aussi précoce qu'Henri, il a décidé d'attirer l'attention sur lui et il a volé la vedette au marié. C'était un événement majeur. Toute l'Europe avait les yeux tournés vers l'Angleterre. On sait qu'Henri était une bête de scène née et un fanfaron. Il était très physique et il aimait être vu en train de danser. Il était d'ailleurs très doué pour ça. Certains témoignages de l'époque indiquent qu'il s'est donné en spectacle au mariage de son frère. Il a enlevé sa somptueuse robe et a dansé en collant et juste au corps avec sa sœur Margaret devant la reine et le roi. Tout le monde était conquis par ce charmant jeune homme. Henri offre un contraste saisissant avec son frère Arthur, qui ne tarde pas à se lasser des festivités. Je ne suis pas sûr qu'Arthur ait beaucoup apprécié le petit numéro de son frère. Dans les familles royales, les frères cherchent parfois à se faire de l'ombre, comme on peut encore le voir de nos jours. Et c'est assurément ce que ce jeune prince Henri a tenté de faire. Le mariage d'Arthur donne à Henri l'occasion de briller en public. Mais cet événement aura pour lui des conséquences plus durables. Pour l'heure, Arthur s'installe avec sa femme Catherine au château de Ludlow, dans le Shropshire. Mais peu de temps après, il tombe gravement malade. Son état de santé se dégrade en quelques jours. Il a très probablement contracté la tuberculose. On dit que Catherine serait atteinte de la même maladie. Si elle survit, le prince héritier, lui, ne s'en relève pas. Il meurt le 2 avril 1502, à tout juste 15 ans. Henri VII est anéanti. Non seulement il a perdu un fils, mais ses plans s'effondrent. Ça montre bien la situation précaire de la dynastie des Tudors. Henri VII a perdu non seulement son fils, mais aussi son héritier. Il s'était beaucoup investi dans l'éducation de ce garçon. Tout reposait sur lui. À présent, il doit recommencer à zéro. Tant qu'il a vécu, Arthur n'a pas eu beaucoup d'importance pour Henri. Mais sa mort prématurée va profondément bouleverser le destin du jeune prince. À 10 ans, il est désormais l'héritier du trône. Henri VII avait soigneusement préparé son fils aîné au métier de roi. Du jour au lendemain, l'avenir de la dynastie se retrouve entre les mains du prince Henri. Il ne faut pas oublier qu'Henri VII avait tout misé sur Arthur. Il lui avait inculqué l'art de régner. Maintenant, tous les regards se tournaient vers l'héritier de réserve, Henri, le prince gâté. Comment ce jeune garçon pourrait-il un jour devenir roi ? Pendant 10 ans, le froid et distant Henri VII a ignoré son fils cadet. À présent, il va tenter de métamorphoser ce prince insouciant en futur souverain. Malgré leurs différences, les choses semblaient bien parties. Juste après la mort d'Arthur, des négociations ont été engagées avec le père de Catherine pour la marier au nouvel héritier du trône. Henri lui-même semblait d'accord. L'idée d'épouser une belle princesse espagnole lui plaisait beaucoup. Son père prend une autre décision très agréable au jeune prince. Il envoie plus d'hommes dans son entourage. À presque 11 ans,
Henri se réjouit d'avoir davantage de compagnie masculine et par là même de modèles à suivre. Si ces deux premières décisions sont bien accueillies par son fils, Henri VII ne tarde pas à montrer son vrai visage. En février 1503, deux hommes de sa cour apportent une terrible nouvelle à Eltham. La reine Élisabeth, la mère du prince Henri, est morte. Le fait que son père ne soit même pas venu le lui dire en personne a dû le froisser. À partir de là, la relation entre les deux hommes va se détériorer. La nouvelle du décès de sa mère lui est parvenue de manière totalement impersonnelle. Je pense que ça en dit long sur les rapports entre le père et le fils. Voici l'unique tableau qui témoigne de la vulnérabilité d'Henri VIII. On le voit pleurer au chevet de sa mère. Pour Henri VII, l'inquiétude vient s'ajouter au chagrin. La mort d'Élisabeth signifie qu'il ne pourra plus avoir d'autres héritiers. Cela ne fait qu'attiser ses craintes quant à la pérennité de la dynastie, si bien qu'il redouble d'attention envers le jeune Henri. À présent, tout repose sur ce seul fils. La dynastie entière est entre ses mains. Tout ce qu'Henri VII a conquis de haute lutte repose sur lui. À ce stade de sa vie, il se sent probablement plus fragile qu'il ne l'a jamais été depuis Bosworth. Son monde est en train de lui échapper, et le jeune prince, le futur Henri VIII, est la clé de tout. Son fils va bientôt être plus entouré qu'il ne le souhaitait. À 13 ans, son père lui donne l'ordre de quitter Eltham pour le rejoindre à la cour du palais de Richmond. Aujourd'hui, il ne reste plus que la porterie de ce somptueux palais construit par Henri VII. C'est ici que le père et le fils vivent pour la première fois sous le même toit. Cela aurait pu être pour eux l'occasion de se rapprocher. Mais au lieu de consoler le prince de la mort de sa mère, le roi ne pense qu'à la survie de la maison Tudor. Leurs différences se font de plus en plus sentir. Henri VII était un administrateur très scrupuleux. C'était un roi rigoureux, et même tatillon, qui avait le souci du détail. On sait qu'il signait personnellement les rapports financiers. Son fils était à bien des égards l'exact opposé. Il aimait pavaner et attirer l'attention. Il avait une faible capacité de concentration et trouvait la gestion des affaires publiques assommante. Le prince Henri et son père avaient des personnalités diamétralement opposées. C'était le jour et la nuit. Ils ne pouvaient pas être plus différents. Je me demande même franchement s'ils se sont jamais aimés. Le prince Henri doit composer non seulement avec son père, mais aussi avec ses conseillers, et notamment Edmund Dudley et Richard Hampson, chargés de lever les impôts. Inutile de dire que ce n'est pas l'entente cordiale entre eux. Les historiens les considèrent comme de sinistres personnages. L'un est avocat, l'autre est agent de la ville de Londres. Tous deux se montrent très habiles pour extorquer de l'argent à la ville, aux habitants et à la haute noblesse. Ils se sont attirés beaucoup d'antipathie en collectant les impôts et en faisant appliquer les lois royales. Ils ont pris jusqu'au dernier penny à un peuple déjà exsangue.
Dans l'histoire de l'Angleterre, il y a beaucoup de percepteurs des impôts et d'exécuteurs de la loi qui se sont rendus extrêmement impopulaires auprès de la population. Le jeune Henri sait combien ces deux hommes sont importants. Mais il sait aussi qu'ils ont contre eux une grande partie de l'opinion publique. En côtoyant Hampson et Dudley, le prince Henri découvre les aspects peu reluisants du règne de son père. Mais ce dernier introduit dans son entourage un homme qui lui fait bien meilleure impression. Henri VII a notamment demandé à Charles Brandon de s'occuper de son fils. Il avait 7 ans de plus que le jeune Henri, mais il lui ressemblait tellement qu'on le surnommait le frère bâtard du prince. Il est rapidement devenu l'un de ses favoris. Le père de Charles Brandon avait été porte-drapeau pendant la bataille de Bosworth et il avait perdu la vie au service d'Henri VII. Celui-ci était convaincu que Charles était loyal et digne de ses faveurs. Il a donc fait appel à lui pour qu'il serve de modèle à son fils. Mais Charles Brandon n'est pas l'homme qu'Henri VII imagine. Le roi ne connaissait peut-être pas le véritable caractère de Charles Brandon. C'était un fêtard, un ivrogne, un coureur de jupons. Il a sans doute eu une influence néfaste sur le jeune Henri, parce que c'était son ami intime. Ils sont devenus inséparables. Le jeune prince n'est pas scandalisé par les fredaines de son nouveau compagnon. Bien au contraire, il l'idolâtre. Comme tout fils ayant un père autoritaire, Henri s'est rebellé. On peut aussi penser qu'il était un peu frustré d'être soudain régenté par son père et par ses conseillers. Et tout cela uniquement parce que son frère était mort et qu'il était désormais l'héritier du trône. Henri restait jusque tard dans la nuit avec Charles Brandon et les autres hommes, à boire et à danser. Malheureusement, son père a fini par en avoir vent. Alors avec ses ministres, il a décidé de mettre fin aux frasques du prince avec ses favoris. Charles Brandon va continuer à jouer un rôle clé dans la vie du futur souverain. Mais pour l'heure, Henri est sous la coupe de son père. L'emprise étouffante de son père atteint son paroxysme lorsqu'il décide de priver le prince Henri de son passe-temps préféré, la joute équestre. Les hommes qui excellent dans ce sport aiment prendre des risques. C'est le cas d'Henri. Voilà pourquoi son père lui interdit de s'adonner à la joute. Arthur aurait obtempéré et se serait montré compréhensif. Mais Henri est bien plus impétueux que son frère. Comme le prince Henri est encore trop jeune, son père envisage d'épouser lui-même Catherine d'Aragon pour mettre la main sur sa dot. À cette période, le roi devient de plus en plus impopulaire auprès de son peuple et de son fils. Tous se réjouissent à la perspective d'un avenir sans lui. Lorsque le prince Henri atteint ses 16 ans, les sujets de son père voient en lui l'espoir du royaume. Avec son panache, il représente une heureuse alternative à son père austère et aux conseillers de celui-ci, les cupides Hampson et Dudley, qui continuent d'extorquer de l'argent au peuple. À l'adolescence, Henri gagne progressivement en assurance. Il est bouillonnant de vie, il a une personnalité extravertie et charismatique, comme il le montrera tout au long de son règne.
Son père n'est pas spécialement âgé, d'après les critères de notre époque, mais il est usé par les efforts qu'il a inlassablement déployés pour reprendre le contrôle de l'Angleterre. Il est perçu comme quelqu'un d'avare et de méfiant. Les rapports entre le prince Henri et son père sont de plus en plus tendus. Le jeune homme attend sans doute avec impatience sa délivrance. Le 21 avril 1509, à 23 h, le prince Henri est définitivement débarrassé de son père autoritaire. Henri VII est mort. Il apparaît rapidement que les efforts consentis par l'ancien roi pour modeler son fils à son image ont été vains. Ils portent tous les deux le même nom, mais leur point commun s'arrête là. À 17 ans, le jeune homme devient Henri VIII. Au cours des 37 prochaines années, l'aimable prince va se muer en souverain tyrannique. Il va rétablir la monarchie dans tout son faste et sa splendeur, se marier 6 fois, séparer l'Église d'Angleterre de Rome et envoyer un nombre incalculable de personnes à l'échafaud. Mais ses conseillers vont jouer un rôle crucial dans sa vie. Non seulement ils ne vont pas se contenter d'exécuter ses ordres, ils vont façonner ses opinions, intervenir dans ses affaires privées et orienter les décisions de son règne turbulent. De son côté, Henri les soutient, leur fait confiance, les couvre d'honneur et les récompense généreusement. Mais dès lors qu'ils ne lui sont plus utiles, il les broie impitoyablement. Bientôt, la face cruelle de sa personnalité éclate au grand jour. Et peu à peu, il devient le despote brutal qu'il est resté dans nos mémoires. Dès le départ, le nouveau monarque montre clairement qu'il ne sera pas comme son père. Hampson et Dudley sont enfermés à la Tour de Londres. Et 1 mois après l'enterrement d'Henri VII, son fils épouse Catherine d'Aragon. La vitesse à laquelle il épouse la jeune veuve est stupéfiante. Il n'a aucune hésitation. Il fonce droit devant et se marie avec elle, ce qui le rend populaire auprès de tous. Ce comportement montre presque immédiatement qu'un nouvel ordre vient d'être instauré. Cette vague de changements n'épargne pas le conseil privé. Si les membres qui le composent sont en principe chargés de conseiller le roi, dans la pratique, ils ne font bien souvent qu'exécuter ses ordres. Henri VIII remplace certains conseillers de son père par des hommes proches de lui. Le duc de Norfolk, qui est aussi l'oncle d'une jeune fille du nom d'Anne Boleyn, son ami intime Charles Brandon, qui partage son enthousiasme pour la guerre, et le duc de Buckingham, qui a été au service de son père, mais qui doit s'adapter au nouveau régime. Petit à petit, le conseil change. Il est désormais composé d'hommes qui adhèrent au style de gouvernement de ce monarque de la Renaissance, belliqueux et fastueux. Cela marque une rupture totale avec le règne d'Henri VII. Après avoir remodelé le conseil privé, Henri VIII s'attaque à la chambre privée, les appartements du roi où des hommes veillent à son bien-être et pourvoient à ses besoins. Cette institution va elle aussi être transformée et prendre au fil du temps une toute nouvelle importance. Henri VIII a profondément changé le rôle de la chambre privée. Elle est devenue un lieu où le roi aimait à passer du temps, sa tanière en quelque sorte, sa garçonnière. Il s'y entourait de jeunes hommes de son âge qui aimaient les mêmes choses que lui, comme le jeu de paume ou la joute. Ces hommes triés sur le volet étaient jeunes et partageaient ses goûts. C'est un point important, parce qu'ils ont des relations très informelles.
Si Henri VII avait établi une séparation stricte entre les hommes qui le servaient dans ses appartements et ceux qui le conseillaient dans la gestion des affaires publiques, il en va tout autrement pour son fils. Charles Brandon, qui est à la fois membre du conseil et de la chambre privée, exerce une influence sans précédent sur le roi. On voit apparaître ce qu'on pourrait appeler la politique de l'intimité. Ces jeunes hommes avaient du pouvoir non parce qu'ils occupaient des fonctions officielles, mais parce qu'ils avaient les faveurs et l'oreille du roi. La politique de l'intimité s'est soudain imposée à la cour. Désormais, les décisions étaient prises dans la chambre privée, et non plus au conseil privé comme sous le règne d'Henri VII. Ces hommes n'accompagnent pas seulement le roi dans les fêtes et les grands banquets. Ils le déshabillent et l'assistent dans sa toilette. Ils peuvent parler politique avec lui de manière informelle. Henri est détendu à leur côté. Il apprécie leur compagnie et il est prêt à les récompenser. C'est une petite révolution. Henri VIII a fait de ses amis intimes les hommes les plus puissants du royaume, sans se douter qu'ils vont essayer d'en profiter. Mais dans l'immédiat, le roi affirme son autorité et les premières têtes tombent. Hampson et Dudley croupissent depuis plus d'1 an dans un cachot de la Tour de Londres, où ils attendent de connaître leur sort. Dudley a même écrit un traité favorable à la monarchie absolue pour obtenir les bonnes grâces d'Henri VIII. Mais le manuscrit n'est peut-être jamais parvenu jusqu'au roi. En août 1510, Henri VIII a montré clairement pour la première fois que lui, le jeune roi charismatique et généreux, avait aussi un côté sombre. Les plus proches conseillers de son père, Hampson et Dudley, ont été exécutés. Cela aurait dû mettre la puce à l'oreille des jeunes hommes qui l'entouraient. Le roi avait le pouvoir de les faire et celui de les détruire. Mais ces 2 coups de hache ne suffiront pas à chasser le fantôme de son père. Quand il était prince, Henri n'avait jamais fréquenté ces hommes. Il n'avait aucun attachement à leur égard. Il s'est dit qu'en les exécutant, il enverrait un autre signal pour indiquer qu'il serait un roi très différent de son père. Il espérait aussi que cette décision renforcerait sa popularité, même s'il n'en avait pas besoin. Je pense que la décapitation d'Hampson et de Dudley a marqué un tournant. Henri VIII montrait d'une façon dramatique et sanglante à son peuple qu'il instaurait un nouveau régime. Son règne serait placé sous le signe de la prodigalité. La mesquinerie et la pingrerie de l'ancien roi appartenaient au passé. Les valeurs puritaines d'Henri VII allaient céder la place à un faste inédit. Mais ce faste va de pair avec de nouvelles priorités. Henri VIII, qui a été élevé dans l'insouciance, loin de la cour, place son plaisir au-dessus de tout. Il ne veut pas s'échiner au travail comme son père. Il entend profiter de la vie. La joute équestre revient en grâce, et les plus habiles cavaliers sont assurés d'impressionner le roi. Avec qui Henri aimait-il jouter? Les sources historiques indiquent qu'il jouait avec Thomas Knivet, William Compton et Thomas Boleyn. Tous 3 étaient alors de célèbres jouteurs en Angleterre. Henri VIII faisait donc partie de la Ligue des champions de l'époque. C'était un sport qui se pratiquait en équipe. Il y avait des groupes de jeunes hommes qui se déplaçaient de cour en cour pour jouter contre d'autres cavaliers. En général, ils restaient longtemps dans la même équipe. Mais pour le nouveau monarque, la joute est bien plus qu'un sport. Elle s'installe au cœur de la vie de la cour et de la politique européenne. La joute était un bon moyen de rencontrer les souverains d'autres pays.
Elle permettait également de faire de la diplomatie et d'arranger des mariages entre les grandes maisons européennes. Les tournois de joutes faisaient partie des festivités. Et puis bien sûr, c'était une excellente occasion de jauger ses rivaux et surtout les autres monarques. Et pour Henri, il n'y avait pas meilleure façon de s'affirmer qu'en participant à ces compétitions. Ce qui différencie Henri VIII des autres, c'est son goût du risque. Comme son union avec Catherine et l'exécution d'Empson et de Dudley, la disposition d'Henri à prendre des risques dans les tournois de joutes est un signe de changement. C'est très révélateur. Il aurait été plus sûr et plus prudent d'attendre que son épouse lui donne un fils. Mais la prudence n'est pas son fort. Il participe à des tournois, activité au centre de la vie de cour anglaise, et ce, jusqu'au milieu des années 1530. Henri VIII s'obstine à pratiquer ce sport dangereux, même s'il n'a pas encore d'héritier. Il doit donc impérativement se munir d'une solide armure, non seulement pour sa survie, mais aussi pour celle de la dynastie des Tudors. De nos jours encore, on apporte un grand soin à la fabrication de ces équipements. Cette armure a l'air très lourde. Oui, c'est lourd. On appelle ça un harnais. C'est un ensemble d'éléments de protection qui sont assemblés pour former une armure. Les différentes pièces interagissent entre elles pour offrir une meilleure protection. C'est donc un puzzle complexe composé de différentes pièces. Oui, ça doit être fait sur mesure, pour une personne en particulier, par un armurier. Henri avait toute une équipe d'armuriers qui lui fabriquaient des équipements défensifs. Il avait ses propres armureries à Greenwich, où l'on confectionnait de très belles pièces. De nos jours, pour fabriquer un harnais comme celui-ci, on a besoin d'un homme, d'un marteau, d'une forge et de 6 mois de dur labeur. Avec le temps, les plaques de métal ou plates et les casques sont devenus de plus en plus lourds afin d'absorber les coups des robustes lances. On sait qu'il y avait parfois des accidents qui pouvaient causer de graves blessures. Les commotions cérébrales étaient assez fréquentes. Les hommes perdaient connaissance et tombaient de la selle. Ça peut encore arriver aujourd'hui lors d'un tournoi. L'armure d'Henri a une autre utilité. Elle lui permet de cacher son identité. Cela augmente considérablement le risque de blessure, mais il ne veut surtout pas laisser croire qu'il doit ses victoires à autre chose qu'à son adresse. Il gardait l'anonymat, en partie parce que ça permettait à ses adversaires de se battre normalement contre lui. Il n'avait pas à le ménager au motif qu'il était le roi. Mais c'était extrêmement risqué. Tout se savait à la cour, et il arrivait très certainement que quelqu'un cligne de l'œil pour indiquer la présence du roi. Aucun doute là-dessus. Mais ce n'était pas sûr à 100%. Il y avait donc bien une part de risque. Pendant qu'Henri VIII s'adonne à ses plaisirs et risque sa vie dans les tournois, le conseil privé dirige le pays. Mais ses relations avec cet organe du pouvoir s'écartent là encore de la norme. Dans la forme, le règne d'Henri VIII ressemblait à celui de son père. Mais il y avait une différence de taille. Henri VII assistait autant que possible aux séances du Conseil et ratifiait directement ses décisions. Pas Henri VIII. Il s'intéressait d'abord au plaisir de la vie. Toute sa vie, Henri VIII a été complaisant avec lui-même. Contrairement à son frère Arthur, il n'a pas dû assumer de responsabilités durant sa jeunesse. Donc il n'était pas préparé à monter sur le trône. Il voulait aller chasser, jouter, flirter et dépenser de l'argent. Mais comme le Conseil ne pouvait pas agir sans le roi, quelqu'un devait servir d'intermédiaire pour obtenir son accord. C'est là qu'entre en jeu Thomas Wolsey.
Thomas Wolsey était le fils d'un boucher d'Ipswich. Il ne venait pas d'une famille de l'aristocratie terrienne. Il est parti du bas de l'échelle et a gravi un à un les échelons au sein de l'Église. La position qu'il a fini par occuper aux côtés du roi était extraordinairement importante, compte tenu de ses origines. Henri va déléguer de plus en plus de responsabilités à cet homme. Thomas Wolsey organise des campagnes militaires, noue des alliances et, plus que tout autre, façonne les idées et les opinions du roi. Mais pour garder les faveurs d'Henri, il fallait ménager sa nature versatile. Car quelqu'un pouvait exécuter la volonté du roi et être lui-même exécuté l'instant d'après. Un homme seul n'aurait pas suffi à faire d'Henri VIII ce qu'il est devenu. Et ils étaient nombreux à se disputer le pouvoir dans le monde brutal de la cour des Tudors.